Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 13 des Any Talks, placé sous le signe de la protection de l'innovation, protection logicielle. Les Any Talks sont organisés ce soir au sein de Ligny École, au campus de Faraday de Nantes. Et nous accueillons donc trois experts qui ont répondu à notre invitation. Trois experts, donc tout d'abord, les Any Talks sont organisés par le groupe ENI qui a donc trois structures bien distinctes au service de la formation professionnelle et de l'édition d'ouvrages, donc avec l'ENI École Informatique, bien sûr, qui nous accueille ce soir. Le ENI Service qui forme les collaborateurs et collaboratrices directement en entreprise, et puis ENI Édition, qui est notre structure qui édite donc les ouvrages informatiques sur des thématiques très larges, puisqu'il y a environ au catalogue 1200 ouvrages qu'on peut eh bien, feuilleter ou bien aller en ligne sur la bibliothèque numérique. Nos trois experts ont répondu donc présent pour échanger autour de cette protection logicielle et de l'innovation et la protection de cette innovation. Donc tout d'abord, nous accueillons Emmanuel Corr. Eh bien, Emmanuel, si tu veux bien te présenter. Alors, donc, je suis dirigeant du cabinet Novimaker, qui est un cabinet spécialisé en innovation technologique et industrielle. On accompagne les entreprises de différentes tailles, start-up, PME, ETI, dans les domaines de la faisabilité, de la stratégie d'abord, stratégie d'innovation, faisabilité, management de projet et industrialisation. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Hervé Lemarvand, du groupe La Poste. Oui, bonjour. Donc, Hervé Lemarmont, donc je suis expert technique au niveau du groupe La Poste et je suis auteur de 2 livres chez les éditions ENI sur le framework Spring. Donc, ravi d'être ici ce soir. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis nous avons donc Julien Pichon de Hawk Folks. Exactement. Bon, Hawk Fox, c'est un cabinet de propriété industrielle. C'est pas une fable de La Fontaine. Et donc, dans un cabinet de propriété industrielle, en général, on traite d'affaires de propriété, en général dans l'immatériel. Donc, c'est la protection des brevets, par voie de brevet, des logiciels, et puis, généralement, on trouve aussi les marques et le dessin et le modèle. Et on fait également du conseil en stratégie, en tout genre, on va dire, pour évaluer les actifs d'une entreprise. Très bien, ben merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation sur ce thème. Donc effectivement, l'innovation, comme on l'a dit, c'est une chose. Tout le monde aujourd'hui appréhende un petit peu techniquement ce que peut être au sein des organisations cette innovation. Eh bien, cette fois-ci, on va aller sur la protection de cette innovation, parce que c'est un enjeu extrêmement important, surtout dans le contexte géopolitique que l'on connaît aujourd'hui. Vous pouvez nous poser des questions en ligne dans le chat qui est disponible sur Livestorm. Nous y répondrons en fin de cette Anytalks au bout de 1 heure et à peu près 70 questions que j'ai tellement envie de poser. On va commencer par ce qu'on aime bien faire, nous, au Anytalks. Va être très terre à terre, on ne va pas se lancer dans les grandes théories juridiques de protection et théories d'implémentation de cette protection au sein des logiciels. On va définir un petit peu de quoi on parle, définir un petit peu le contexte et les enjeux qui sont à l'aube de cette innovation. Alors, tout d'abord, quand on parle de protection, on parle de droit d'auteur, on parle de brevet, on parle de secret d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle quand on parle de protection de l'innovation? Elle regarde vers moi. Donc, quand on parle de protection, d'ailleurs, le mot protéger est un mot déjà en soi qui recouvre beaucoup de choses quand on parle de ça. Parce que ça peut être réserver des marchés, ça peut être se défendre, ça peut être lutter contre la copie, ça peut être négocier. Donc, derrière ce mot-là, il y a plein de mots qu'on peut mettre. De quoi on parle en général, on considère que dans la propriété intellectuelle et la propriété industrielle, donc ces deux versants de toute cette immatériel-là, on a plusieurs véhicules juridiques. Et donc, dans ces véhicules juridiques, le but du jeu, c'est de trouver les bons véhicules ou de trouver plusieurs véhicules qui vont avoir une synergie entre eux pour pouvoir protéger différents aspects d'une création ou d'une innovation. Donc, en général, la grande cousinade de tous ces véhicules-là,
c'est qu'on parle souvent de nouveautés. Donc, on va parler, par exemple, de distinctivité dans les marques, on va parler de nouveautés dans les brevets, on va parler d'originalité dans le droit d'auteur. Mais derrière tous ces mots, on voit poindre un petit peu quelque chose qui est une cousinade, qui est quelque chose de nouveau. Et donc, ces véhicules juridiques, ils sont là pour pouvoir protéger des créations qui sont a priori donc nouvelles, c'est-à-dire qu'on introduit de la nouveauté dans la société. Et cette introduction se fait pas sans investissement, sans coût, sans conséquences systémiques. Et donc, les véhicules juridiques, ces objets-là dont on parle, sont là pour essayer après, la base, on va dire, l'origine de ces droits, c'est retrouver, on va dire, assurer ces investissements quelque part. C'est ça l'idée sous-jacente. Mais derrière, il y a des logiques, si vous voulez, beaucoup plus pragmatiques ou anglo-saxonnes qu'on a vu arriver, qui sont utiliser ces droits-là pour pouvoir sécuriser des contrats, négocier sur le terrain des affaires, réserver des marchés, s'assurer une jouissance paisible de ce qu'on fait. Donc on peut effectivement les décliner sur toute la sphère du terrain des affaires. D'accord. Vous voulez rebondir En fait, ce qui est intéressant, c'est la transposition qu'on fait de tout ça dans le monde réel des entreprises. Aujourd'hui, effectivement, le logiciel a pris une part importante dans tous les produits. On est dans des technologies hybrides, en fait, quelque part. On voit des entreprises qui font de la mécanique déposer de la mécanique, mais aussi embarquer du logiciel parce qu'ils ont une partie microcontrôleur, ils ont développé du hardware, etc. Il y a toujours du soft. Et en fait, souvent, elle est quelque part un peu négligée, malheureusement, alors qu'en fait, il faut avoir finalement une approche assez systémique de la protection industrielle. C'est-à-dire qu'au moment où on va développer, il faut se poser des questions primordiales. Et est-ce que on va résoudre quelque chose de crucial avec la technologie qu'on embarque? Et en fait, il y a le logiciel, effectivement, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Souvent, on parle de choses un peu physiques, on parle de hardware, mais en fait, dans le soft, on peut protéger plein de choses. Et souvent, on peut le combiner avec le hardware. C'est ça qui est très important. Et ce n'est pas toujours quelque chose qui est explicite pour tout le monde. Donc, il faut savoir prendre de la hauteur finalement, dès qu'on démarre dans le projet, se poser les bonnes questions. Et ça, effectivement, c'est une approche assez systémique, technologique. D'accord. Donc c'est la temporalité, en tout cas, dans la mise en œuvre de la protection, va être importante. Mais en quoi, du coup, c'est un enjeu stratégique de protéger son logiciel, son soft? Je crois que... Vas-y, Julien. Oui, non, un enjeu parce qu'en fait, on parle de valeur. Donc, si j'avais trois chemins devant vous, soit vous publiez tout ce que vous faites, soit vous gardez au secret tout ce que vous faites, soit vous vous appropriez des droits sur les créations que vous allez faire. En général, en vrai, vous avez à peu près une combinaison de ces trois chemins. Pourquoi c'est un enjeu? C'est que répliquer des choses aujourd'hui, c'est copier. Le mot copier, il est intimement lié à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a copié de tout temps. Et c'est bien de copier. En fait, il faut copier. En fait, c'est presque, je ne devrais pas dire peut-être ça en tant que conseiller en propriété industrielle, mais copier, c'est intelligent de copier. Par contre, quand vous avez fait un investissement important, copier pose des questions sur l'investissement que vous allez faire. Est-ce que vous allez le faire une fois? Vous allez être copié? Est-ce que vous allez le faire deux fois? Peut-être. Puis la troisième fois, vous allez réfléchir avant de faire quelque chose si il vous faut 15 minutes pour répliquer. Et avec, je pense effectivement, là, on va parler de logiciel et d'intelligence artificielle, copier, aujourd'hui, ça va être extrêmement rapide de le faire. Si vous avez l'accès à l'information, ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux, effectivement, de s'approprier des droits pour pouvoir négocier, échanger. Et puis, on va certainement parler des licences open source aussi. C'est pas la fête, l'open source. Il y a des conditions, il y a des échanges, vous avez des restrictions, des permissions, des interdictions, des autorisations. Il y a des droits derrière ces licences. Donc, si je peux citer un exemple, moi qui m'avait marqué à l'époque, en 2005, Free sur sa Freebox. Et aujourd'hui, vous n'achetez pas votre Freebox. Vous ne la louez pas. Elle est mise à disposition. Et si elle est mise à disposition, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que derrière, il y a aussi des obligations, quand vous utilisez des briques GPL, de les remettre au pot. Donc la question qui s'est posée à l'époque, c'est est-ce qu'on voulait remettre ces briques au pot? Est-ce qu'on voulait... Ils ont travaillé pendant 2 ans comme des acharnés pour
pour faire du soft embarqué dans ces box, est-ce que demain, je remets mon code à disposition? Donc il y a des enjeux. Et donc on voit très bien là un lien entre la conception qui est faite et puis le lien juridique, puisqu'en fait, ça a directement un impact sur le modèle de vente. Donc on a tout le pipeline là, qui est une démonstration par A plus B de penser son modèle économique va de pair avec la manière dont on conçoit sa solution. Et oui, parce que souvent, quand on parle de protection, les enjeux de la protection, en fait, souvent on parle de protection, on dit, OK, se protéger, c'est une chose. On va dire que 80% enfin, ça évince 80% de la contrefaçon ou de la copie, la protection, quelque part. Enfin, c'est ce qu'on se dit dans les métiers. Pour autant, ce qui est intéressant dans la protection, le deuxième enjeu, c'est les opportunités. C'est quand vous protégez, finalement, vous allez vous donner un droit supplémentaire de faire exploiter votre savoir-faire, ce que vous avez créé, par un tiers. Et ça, c'est quand même tout le licensing qui peut être possible derrière votre création de valeur, elle est hyper importante. Et donc, demain, vous pouvez générer de nouveaux partenariats, vous pouvez louer qu'une partie de ce que vous avez créé, vous pouvez même collaborer avec vos confrères, avec vos concurrents dans un secteur spécifique parce que vous êtes le maître à bord. Et ça, c'est essentiel. Et je trouve que l'enjeu majeur, c'est aussi d'influencer son secteur. C'est dire, aussi petit qu'on soit, nous, on a la techno. On la maîtrise, on la partage, moyennant finance peut-être, mais en tout cas, voilà. Donc du coup, on garde la main. Et ça, c'est un enjeu essentiel. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est dans un système qui est difficile, avec toutes les incertitudes qu'il y a, géopolitiques et autres, la problématique, c'est je maîtrise quoi? Il devient plus important de protéger aujourd'hui une innovation ou alors notre logiciel, nos briques logicielles ou pas? Je sais pas si c'est plus important, mais en tout cas, on a vu vraiment une vraie évolution. Si on prend depuis les années 80, on va dire l'évolution des raisons pour lesquelles on s'approprie des droits a évolué. Donc les raisons historiques existent encore, mais vous aviez les raisons historiques, c'est se protéger, c'est éviter la copie. Par exemple, pour une boîte comme Thermomix, c'était leur objectif, c'était de contrôler la chaîne de valeur. Ils sont sortis des réseaux de vente, et donc l'objectif, c'était ça. Aujourd'hui, on va dire dans les années 2000, on a aussi vu des choses qui étaient déposées, c'était aussi penser à l'international. C'est-à-dire, j'ai pas le temps d'aller me développer aux États-Unis, donc je vais poser un droit là-bas. J'irai dans 3-4 ans et avec mon droit, ben, je sécurise mon marché. Déjà, on pense un petit peu à 3-4 coups. Donc, il y a une façon de construire ça. Répondre à des appels d'offres, c'est devenu aussi un peu tard. Ça, c'est tiens, je vais répondre à un appel d'offres, mais on va être trop à être consulté. Donc, j'ai intérêt peut-être à protéger ma solution parce que celui qui va gagner, c'est peut-être pas moi. Et celui qui va gagner, on va peut-être lui demander d'intégrer des choses que j'ai proposées. Ah, tiens, une autre raison. Je vais collaborer, secteur, par exemple, entre la public et la recherche, ou entre deux entreprises qui vont collaborer. Ben, on va avoir un SaaS où on va communiquer des informations, on va exposer un peu ses intentions, on va donner de la perspective sur ce qu'on a envie de faire, puis bah, les idées cheminent et donc bah, vous parlez à quelqu'un qui lui aussi commence à voir le marché, les intérêts, il rentre dans votre tête un peu quelque part. Puis finalement, bah, on voit par exemple, je vais donner un cas, des portails automatisés aujourd'hui, bah, c'est des acteurs de la domotique et du logiciel qui rentrent dedans. Donc les acteurs principaux qui sont en train d'arriver, ce sont pas les acteurs du domaine historique. Il y a aussi dans la sellerie, par exemple, chez les selliers. Vous aviez 3 selliers historiques en France, et puis vous avez 3 startups qui ont fait des selles avec de la tech, des électrodes, pour suivre la santé du cheval, pour avoir des performances. Et puis, bah, on a vu un moment où ça twistait un petit peu, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas la startup qui va racheter le cellier historique? Ou est-ce que c'est le cellier qui va vite racheter la startup? Et puis, en fait, qu'est-ce que vous rachetez quand vous rachetez une startup? Vous rachetez des équipements, des logiciels, une équipe, puis peut-être des droits. Et ça, c'est important parce que finalement, il va y avoir une bataille sur les marchés, il va peut-être pas y avoir de la place pour tout le monde. Et puis là, il y a un enjeu à N acteurs, c'est-à-dire que les celliers historiques qui vivaient une vie paisible en découpant un peu le marché, voient leur équilibre un peu perturbé, puis finalement, ça commence un petit peu à frictionner sur certains marchés, il y a une perte de valeur d'un côté, on essaie de la récupérer, puis finalement, on voit un peu tous les schémas se faire. On voit un cellier historique racheter une start-up, on voit une start-up qui fait une offre sur un cellier historique, et puis à un moment, on voit donc ça
ça va dans tous les sens. Et puis, finalement, ceux qui sortent gagnants, c'est quand même ceux qui collaborent. Parce qu'il y a des droits aussi. Donc ça, c'est très intéressant et du coup, pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, il est très important de penser la protection en amont des projets. Donc l'architecture, finalement, au sein de la protection, va être fondamentale. En quoi, comment on commence par quoi quand on parle de protection, quand on commence un projet from scratch? Comment on fait? Et ben moi, je pense qu'il faut se faire accompagner déjà par des gens qui l'ont déjà fait un peu, qui ont l'habitude pour partir dans la bonne direction. Euh, c'est pas forcément l'architecture logicielle qui va primer à ce moment-là. Ça va être tout ce qui va être impact dans la vie de l'entrepreneur sur comment il va investir, est-ce qu'il va risquer sa maison, est-ce il va perdre son emploi, accepter de pas être payé pendant un certain temps, des choses comme ça. Et puis, il faut qu'il s'entoure, par exemple, de personnes qui donnent des conseils en innovation ou qui se renseignent sur les brevets pour voir si son idée, elle est pas déjà exploitée, quel risque il prend. Il faut qu'il connaisse aussi son marché, ses clients. Il faut que son idée corresponde à un vrai besoin. Sinon, il va s'épuiser à faire quelque chose qu'il n'arrivera pas à vendre, en fait. Et tout ça, en fait, les professionnels dans l'innovation et dans les brevets connaissent les marchés, savent à qui poser les questions, savent se renseigner. Et là, c'est primordial, je dirais, pour commencer une activité. Moi, j'ai eu 4 sociétés. Il faut vraiment savoir où on va, où on met les pieds, et puis être bien entouré. Le plus difficile, c'est de trouver, euh, par exemple, un partenaire qui acceptera de monter une société, une SARL, qui est fiable, parce que c'est encore plus prenant qu'un mariage, je dirais, une association des SARL. On ne peut pas divorcer d'un associé. Ça veut dire qu'il faut, dans les statuts, prévoir beaucoup de choses. Et là, il y a beaucoup de gens qui peuvent aider, des spécialistes, pour bien démarrer, pour pas prendre de risques. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, tout à fait. C'est des questions qu'il faut se poser. Moi, ce que je dis souvent, en fait, ce que je rencontre quand on des équipes tech, quelles qu'elles soient, qu'elles développent du soft, la mécanique, de l'optique ou de l'électronique, des équipes ont toujours la solution. Elles ont une solution technique en tête. Elles ont dit, ouais, ok, j'ai une innovation, j'ai un truc super. On a déjà la réponse. Il faut qu'on développe. Alors, oui et non. Oui, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, effectivement, et qu'il faut rester un peu dans le mouvement et dire, bah, ok, on y va, on va garder un peu, on va garder l'engagement des équipes et voilà. Sauf que souvent, on oublie les étapes de faisabilité. Et les étapes de faisabilité, c'est quoi? C'est déjà, ok, je vais protéger, je vais inventer un truc. A priori, j'ai une super idée. Voilà, déjà, je vais commencer à faire de la veille. Et dans 80% des cas, y compris dans des grandes sociétés, alors souvent les grands groupes sont déjà bien lotis, mais globalement, 80% des cas, les gens ne font pas de veille. Ou ils font de la veille très ponctuelle. Je connais bien mon marché. Je vais voir un directeur commercial, il va vous dire, bah, effectivement, le marché, je l'ai tous les jours. Pourquoi tu me poses cette question? Tout va bien. Je connais hyper bien le marché du logiciel dans tel domaine. Et en fait, il n'a jamais regardé ce qui se passait derrière, il n'est jamais allé voir aux US, il n'est jamais allé voir en Chine, il n'est jamais allé voir au Canada. Et finalement, tout ça, c'est transposable à un moment donné. Et ça se trouve, il y a déjà une partie du code qui est protégée ou une partie qui, si on ne fait pas cette étape-là, on peut développer pour rien. Moi, je l'ai vu. Je l'ai vu chez Stellantis, pour dire, enfin à l'époque c'était PSA, où une entreprise brillante française apporte une solution toute faite, super, magnifique, 2 ans de développement, 500 000 euros de coût à peu près dans le développement, présente le sujet, et là, les gens de Stellantis disent, oh, c'est super votre projet, vous avez vraiment une performance complémentaire à celle qu'on a vue la semaine dernière. Par contre, votre concurrent allemand, il nous a présenté exactement le même produit et il a déposé 3 brevets. OK. Et là, on s'est regardé en disant, mais quoi? Enfin, comment? Bah oui, bah, c'était comme ça. En fait, les gens n'avaient pas fait de veille ou de toute manière, dans la protection industrielle, dans les parties brevets, c'est 18 mois de non-publication, enfin, avant d'avoir une publication officielle. Donc, il y a toujours cette latence, ce moment où on peut passer à côté, clairement. Et souvent, ce qu'on peut reprocher à beaucoup de personnes qui développent, c'est de dire, j'y vais. Je suis déjà je suis dans le dev. Et non, non, parce que, et là, du coup, prendre un peu de hauteur par rapport à ça, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux protéger éventuellement?
qu'est-ce qui fait vraiment la valeur ajoutée de cette innovation par rapport à ce qui existe sur le marché? Encore faut-il savoir ce qui existe sur le marché. De et je dirais, on fait ce qu'on peut. Maintenant, on ne sait pas tout, mais aujourd'hui, il existe plein d'outils pour le faire. Il y a des méthodologies, on peut même automatiser de la veille, donc il faut le faire. Quand on architecture un projet, logiciel avec de l'infra et cetera, est-ce qu'il est, plus difficile ou plus compliqué de protéger on va dire une solution SaaS, ou bien un client lourd? Comment on arbitre un petit peu, l'architecture de sa solution? Là, on va plutôt sur le côté technique. Mmh. Du coup, donc, effectivement, l'architecture SaaS en fait apporte quelques avantages par rapport aux solutions clients lourds. Donc, une solution SaaS, en fait, c'est une solution qu'on déploie sur des serveurs Internet et puis on vend une location, par exemple, de serveurs avec les services dessus aux entreprises. Ça peut être un logiciel de comptabilité, par exemple, pour lequel on accède aux services via Internet, un logiciel de SaaS. Ça peut être des outils pour gérer les plannings. Enfin, il y a beaucoup d'outils SaaS. Ça permet surtout le SaaS de protéger les parties critiques du côté du serveur, donc de ne pas exposer au public ou aux clients les parties importantes cœur de métier que l'on fait. Et puis, ça permet également au niveau de gestion des licences de louer le logiciel plutôt que de le vendre. Donc au niveau comptabilité, il y a beaucoup de clients qui aiment ça parce que au lieu d'être un bien amortissable, ça devient une charge, quoi. Donc c'est plus facile à gérer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup un très grand essor pour les applications SaaS. Elles sont beaucoup moins chères à produire. Au niveau infrastructure, c'est un peu plus facile à gérer. Par contre, il y a des pièges parce que souvent, on va faire héberger son application SaaS sur un hébergeur américain, par exemple. Donc là, il y a tout ce qui va être souveraineté au niveau des données, protection. Avec le Cloud Act Ouais. notamment, OK. Donc c'est un avantage et aussi ça peut être aussi un gros piège. Donc et il faut aussi l'entrepreneur ou la personne qui crée un logiciel, qui fait une innovation, en fait, il faut qu'elle se concentre sur quelque chose sur les sujets sur lesquels elle va apporter une grosse valeur ajoutée. Sur les trucs un peu bateaux, elle va faire peut-être appel à des partenaires ou à des solutions open source pour pas avoir à tout coder, pour pouvoir se concentrer sur le métier qu'elle maîtrise. Et ça, on voit beaucoup dans les applications SaaS. En fait, il y a une partie qui est assez commune à toutes les applications, et puis la partie métier qui, elle, va être très bien protégée derrière un mur côté, côté serveur. Donc du coup, ça veut dire que lorsqu'on déploie un client lourd, une solution logicielle, lourde à installer avec donc un point exe, un exécutable, il existe des techniques de reverse engineering pour avoir, accès finalement à ces parties un petit peu métiers, un petit peu protégées? Alors, oui, alors c'est encore une question technique, du coup, je réponds. Donc en fait, oui, on peut toujours faire un reverse engineering du code d'une application qui est déployée sur un serveur qu'on a chez nous, en fait. Par contre, au niveau du droit, en tant qu'éditeur de logiciel, on va essayer de protéger cette partie, par exemple en interdisant le reverse engineering. Ça, c'est pas important. Et puis on va par exemple cacher des choses dans le logiciel pour vérifier si quelqu'un a fait du reverse engineering. Donc c'est le typo le pot de miel en anglais. Donc on va, je sais pas, par exemple, on va mettre des URL de trucs attirants et puis si elles sont appelées, ben, on va tout de suite savoir que ça a été piraté. Donc il y a différentes techniques pour freiner le reverse engineering, plus ou moins cher en fonction du domaine de sensibilité. Mais voilà, donc le client lourd, en fait, qui est parfois nécessaire parce qu'on doit faire des calculs sur le client, parce qu'on essaie de plus en faire du tout, hein, du client lourd, est assez problématique au niveau de la protection. D'accord. Et lorsque l'on utilise dans notre solution, numérique, des briques open source, c'est quoi les enjeux, de l'open source face justement, est-ce qu'on peut nous-mêmes mettre une surcouche de protection sur l'assemblage de briques open source ou bien c'est absolument infaisable et on se doit de respecter les licences communes open source? Ouais, il y a plusieurs aspects, hein, la partie, juridique, hein. Oui, bah alors, dans l'open source, ouais, c'est vrai qu'il y a un aspect d'implémentation, peut-être des librairies qu'on va utiliser, mais dans le juridique, ce qu'on regarde, parce qu'on parle, de l'appropriation, mais il y a aussi la question des dépendances.
qui est primordial. Hein. Un investisseur, quand il investit dans un projet, ça fait partie des questions qui viennent tout de suite. La liberté d'exploitation, on appelle ça. Donc, dans les logiciels, l'open source, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous héritez de droits et il va falloir avoir un continuum de ces droits-là, puisque c'est la promesse que vous vous êtes engagé à tenir. Ce qu'on regarde, c'est à quel point les briques d'open source que vous utilisez héritent donc d'obligations qui sont liées à des licences qui vont hériter de la brique que vous utilisez, et puis à quel point ces briques-là, elles vont, entre guillemets, être intriquées avec le reste. S'il y a beaucoup d'imbrication, il va y avoir ce qu'on appelle des contaminations. C'est-à-dire, en fait, vous allez contaminer un peu votre code avec, par exemple, du copyleft, où vous allez restreindre vos droits parce que vous allez hériter de ces obligations de la licence. Bon, c'est un peu résumé dit comme ça, mais le pire cas, c'est ça, en fait. Le pire cas, c'est d'intégrer une librairie parce qu'elle permet un résultat, et puis en fait, elle contamine tout le reste. Alors, il y a des licences qui sont connues, hein, qui ont ces problèmes-là, et puis vous vous retrouvez finalement avec un héritage de droits et d'obligations que vous n'aviez pas envisagé au début. Et c'est particulièrement vrai dans du code, souvent qu'on appelle du code de chercheur. C'est-à-dire, le chercheur, il va au plus vite, il a des trucs sur étagère, il les prend. Vous avez ça dans beaucoup de labos. Et puis, une fois que le chercheur, il y a une spin-off qui est créée et qui est valorisée, qui va mettre un produit, il va y avoir un développement pour produire un service ou une fonction, ou un produit, que sais-je, il va y avoir des questions d'industrialisation de ce code, qui marchait très bien en version code de recherche, mais maintenant, on est dans la cour d'un monde économique qui est un peu plus, qui a des contraintes, et donc parfois il faut faire carrément des changements qui sont très dimensionnants à ce moment-là. Donc pour moi, le vrai garde-fou, c'est regarder les licences qu'on utilise. Alors maintenant, il y a des outils qui vous permettent de savoir un petit peu les héritages de droits d'obligation que vous avez, ou alors aller voir un conseil en propriété industrielle ou un avocat, et puis derrière, regarder effectivement à quel point ces licences sont compatibles d'autres licences. Parce que ça aussi, il y a une question de compatibilité de licences entre elles, qui parfois ne le sont pas. Parce qu'il y a des droits qui vont s'opposer, entre guillemets, de ce que vous devez faire, hein, qui vont résulter de cette combinaison. Bon, voilà, c'est ce que j'ai à dire sur cette partie juridique. Maintenant. Ce qui fait peut-être une bonne introduction finalement à justement la compréhension qu'on a besoin d'avoir sur justement ces fameux cadres juridiques. Ils peuvent paraître pour des techniques un peu complexes. Donc j'ai bien entendu le conseil finalement que vous donnez, c'est vraiment de s'attacher d'un conseil juridique et puis d'un conseil en innovation, puisque cette personne-là va être en capacité de guider un petit peu les débuts d'un projet, que ce soit d'un POC ou bien les débuts d'un projet de développement. C'est quoi les protections juridiques qui sont de facto appliquées à la création d'un logiciel ou bien voilà, par rapport à une solution numérique, c'est quoi ce qui s'applique exactement? Alors là, on rentre un peu dans le vif du sujet sur la partie protection logicielle. Donc, comme je dis, on a plusieurs véhicules juridiques qui ont pour certains hérité du régime du droit d'auteur. Sauf que le régime du droit d'auteur, comme vous le savez, il y a quand même ce critère d'originalité qui est très lié à la personnalité de l'auteur. Donc il a fallu adapter ce critère d'originalité qui n'était pas du tout adapté en fait au logiciel. Donc c'est la voie qu'on a pris en Europe, en France, et aux États-Unis, c'est un peu différent. Donc il a fallu. Donc la jurisprudence nous donne un peu, on va dire, le cadre d'appréciation de l'originalité. Le code nous donne des objets qu'on peut protéger. Donc en gros, les composants logiciels qui forment des artefacts distribuables, packageables, exécutables, c'est le droit logiciel sous le régime du droit d'auteur. Les architectures de bases de données, les bases de données, la coquille vide, je ne parle pas des données, je parle vraiment de l'architecture de la base de données. Quand bien même que ce soit des données qui sont à concaténer comme des tables, on va dire, dans une base, ou le fait que cette architecture soit distribuée avec une très forte hétérogénéité de la manière dont elle est représentée, bien ça, il y a un régime qui est la protection des bases de données. Donc, deuxième véhicule. Un troisième véhicule, ce sont les interfaces graphiques sur le régime du droit d'auteur conventionnel, c'est-à-dire ce que vous voyez, la représentation.
Un quatrième véhicule, c'est le sui generis. C'est sui generis, alors là, on est à l'intérieur des bases de données. C'est les données, donc il y a des critères. En général, aujourd'hui, on va peut-être en parler, mais c'est un droit qu'on n'avait pas oublié, mais qui n'était pas bien pris en main, même par les légaux, parce que bon, ce droit-là, il est né un peu avec encore la même personne que celui qui a fait les Freebox, Xavier Niel, quand il a fait cet annuaire inversé. Donc c'est un droit où, en fait, en pillant la base France Télécom, en fait, on s'est dit, mon Dieu, comment toute cette valeur, tout cet investissement, comment il faut le protéger. Le droit sui generis, c'est là. Voilà, c'est la réponse à cette problématique-là. Donc là, on quantifie l'investissement qui a été fait et ce sont les données de la base de données qu'on protège. Et ça a un enjeu particulièrement important aujourd'hui parce que dans toutes les IA, une bonne IA, c'est peut-être un bon modèle, mais c'est surtout des bonnes données. Donc un médecin qui va labelliser des IRM de patients, il vaut mieux 12 images bien labellisées que 70 qui sont mal labellisées, et même si le modèle est meilleur. Donc il faut des bonnes données. Et ces données qui sont justement quantifiées, labellisées, normalisées, augmentées, voilà, parce qu'on va avoir un tas d'opérations sur ces données-là, en fait, on augmente la valeur énormément de cet actif. Et donc, derrière, on a un peu ce droit qui se cache, en fait. Quatrième outil, véhicule juridique. Je continue? Non, je peux vite perdre. On a aussi le secret des affaires dans les logiciels, et il y en a beaucoup. Donc, le secret des affaires, c'est tout ce qui n'est pas accessible directement. Donc, quand on parle de reverse engineering, il y a toujours la question d'accessibilité. Et on ne peut pas toujours mettre des clauses de reverse engineering, parce que ça peut être contraire au droit du commerce aussi. Donc, dans le logiciel, vous avez des tas d'objets qui sont non immédiatement accessibles. Des espaces paramétriques de fonctionnement, des bornes, des résultats de tests, des choses sur lesquelles vous avez passé beaucoup de temps à faire le setup, la config. Si vous faites par exemple des images, du traitement d'images, avant d'avoir le bon setup, vous pouvez passer des jours et des semaines. Donc à la fin, quand vous avez le résultat final, ça c'est un peu votre joyau, c'est votre précieux. Donc il faut un peu le planquer quelque part. Et puis donc c'est cet actif-là qui est le secret des affaires, le savoir-faire un peu derrière quand c'est les données techniques. Et puis le cinquième, c'est les inventions mises en œuvre par ordinateur qui sont appropriables par voie de brevet. Donc qui sont souvent aussi détectées quand on fait une cartographie des droits logiciels et qu'on va un peu chercher tous ces véhicules-là. Qu'on peut aussi protéger. Donc, on va peut-être rentrer après dans le fond sur ces différences-là, des bénéfices de l'un ou de l'autre. Mais vous voyez, là, il y a déjà 6 véhicules qu'on peut mobiliser, dont 5 qui sont quasiment gratuits. Qui sont de facto. C'est le droit commun. Mais de quelle juridiction? De la France, de l'Europe, dans le monde? Ah ben, le droit d'auteur, vous avez le droit d'auteur, c'est partout. Après, quand chaque pays a choisi un peu son régime. Mais derrière, vous avez quand même, il faut penser, quand vous parlez de droit d'auteur, il faut penser à la création, la PLA, la production littéraire artistique, un tableau, un livre. Vous êtes sur l'expression de la forme. L'expression de la forme, c'est le code. C'est comme ça que vous allez coder. Donc, c'est ça que vous protégez. Et ça, vous le retrouvez dans tous les pays, avec des subtilités sur le contour, le périmètre, comme les critères, sur la jurisprudence. Non, ça, c'est pas original, ça, c'est original. Cette limite-là, vous allez vous changer de législation. Cette limite-là, elle va changer. D'accord, donc ça sert à quoi finalement? Parce qu'on connaît l'enveloppe solo de l'époque, on connaît les brevets, mais à quel moment, à un moment donné, on se dit, bah voilà, j'ai une innovation, je dois déposer un brevet, puisque de facto, on a des protections qui sont là. En fait, c'est la question qu'on on a évoquée tout à l'heure. En fait, souvent, les gens arrivent à la fin de la conception, à la fin du dev, et ils disent comment je vais protéger ça. Ou tiens, je vais travailler avec un partenaire, comment je peux travailler plus intelligemment, en tout cas protéger ce que j'ai fait pour éviter d'envoyer ça un peu partout. Et en fait, c'est un peu tard. Clairement, c'est un peu tard. C'est pour ça que c'est intéressant si on peut, des fois, on découvre et on invente en développant aussi. Mais je dirais, dans beaucoup de cas, on peut déceler finalement quelque chose, une invention, quelque chose qui est sous-jacente. Et ça vaut le coup de se poser la question bien en amont. Et c'est intéressant sur les brevets, par exemple. Alors souvent, brevet, logiciel, c'est pas toujours facile à comprendre et pourquoi ça fonctionne, dans quel cas ça fonctionne. Déposer
un brevet sur un logiciel proprement dit, tu me diras si je me trompe, mais c'est quelque chose qui est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est l'effet physique que le logiciel, en tout cas avec le software, quel qu'il soit, puisse générer derrière, et ce qui va améliorer une performance physique. Quand on parle de physique, on parle de science. Et donc, ce qui est intéressant, pour vous donner des exemples, on a travaillé avec Julien sur un sujet, c'était un fabricant de projecteurs LED qui travaille dans des milieux cinéma, etc., où le directeur photo, il veut une lumière extrêmement précise parce que voilà, c'est leur métier, c'est quelque chose de... Et donc, la température de couleur, donc la température de couleur, c'est la teinte de la lumière, est définie par le composant électronique. Sauf que le composant électronique, il a une grosse disparité en production. Quand il arrive sur... Donc, ou sélectionner en fait, une sélection des composants, et là, ça vous coûte une fortune, ou vous prenez le composant qui est qualitatif, mais qui est beaucoup moins précis. Et pour le coup, le résultat fait que votre produit n'aura jamais exactement comment dire, l'étalonnage à plus ou moins 5%. Et on a déposé un brevet sur la solution qui a permis, quel que soit le composant, avec une tolérance de plus ou moins 15% à l'origine, on est passé à une tolérance de quelques pourcents sur la température parce qu'on a déposé quelque chose qui permettait d'étalonner, enfin le logiciel, les gens ont conçu un logiciel qui permettait d'étalonner automatiquement le luminaire par rapport à des composants. Du coup, du composant, software, résultat physique, on dépose, on a une vision globale, bien sûr, et on dépose un brevet sur la globalité, parce qu'il y a un effet physique derrière. Alors là, ça éveille une question. L'effet physique est-il obligatoire pour justement pouvoir déposer un brevet? Ouais, on parle d'effets techniques et il y a des jurisprudences très récentes qui ont parlé effectivement de cet effet de lier l'invention au monde réel. C'est un peu bizarre, mais en fait, quelque part derrière, ce qui se cachait, c'était toute l'histoire des jumeaux numériques, toute l'histoire des simulateurs. Quand on est dans une abstraction qui est totalement décorrélée du monde réel, et on en voit des tas d'applications comme ça, mais en fait, on se dit, c'est vraiment le fruit d'une abstraction humaine. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a créé une solution, et on a aussi ce problème-là avec les LLM d'ailleurs, c'est-à-dire en fait, il y a une question de subjectivité, de création abstraite qui n'a pas de lien avec la réalité. Pour autant, ça peut être des logiciels. Moi, je me rappelle avoir déposé un brevet sur un poumon virtuel. Donc, poumon virtuel, c'est génial. C'est génial, ça dépend. C'est une simulation d'un poumon, mais vous êtes un patient, vous êtes dans le camion, vous arrivez à l'hôpital, vous passez un coup de téléphone, vous avez les gens à l'hôpital qui sont en train de régler vos paramètres sur ce poumon pour configurer le respirateur, pour que quand vous arrivez, toutes les constantes sont bonnes, tout est bien. Invention géniale. Mais dans ce cas d'exemple, ce qu'on peut protéger, c'est un simulateur qui est destiné à être configuré, qui est destiné à être utilisé avec un configurateur, un respirateur, pardon. On ne peut pas protéger un simulateur de poumon virtuel quelque part dans la galaxie, vous voyez, qui est juste là pour des questions pédagogiques. Ah, bon, on va jouer avec, on va voir comment ça se comporte, c'est pas possible ça. Donc il faut ce lien avec la réalité. Et on l'a, tu disais très bien, Emmanuel, sur le fait les logiciels en tant que tels ne sont pas protégeables, mais finalement, c'est pas tellement un logiciel en tant que tel qu'on va protéger par votre brevet. Je m'explique. Vous avez un logiciel, par exemple, comme Photoshop. Je prends ce cas-là parce que tout le monde le connaît. Adobe. Voilà. Adobe, en tant que tel, c'est un logiciel. Vous allez le déposer, si vous voulez, dans une société d'auteur ou chez huissier. Vous pouvez protéger ça. Voilà, un logiciel. Par contre, la fonction dans Photoshop qui vous permet de prendre en entrée une image de quelqu'un, d'appliquer un algorithme morphologique, un aplat de traits et par exemple une base qui va appliquer des effets d'auteur pour pouvoir sortir une photo de vous, à partir de la photo que vous avez mise, en mode BD avec les traits de l'auteur. Génial, géniale invention, par exemple. Que ce soit codé en Java, en C++, ou que sais-je, peu importe, le brevet, il vous permet de protéger ces séquences-là. Et on voit bien que ça pourrait être très bien un menu dans Photoshop, une fonction particulière, et on va chercher une protection avec les brevets qui est un peu plus fonctionnalisée. C'est-à-dire on s'abstrait de l'expression de la forme. Alors c'est bien d'en raconter un peu dans le brevet, parce qu'il faut décrire au moins un mode de réalisation,
mais ce qu'on va protéger, oui, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Les brevets sont des droits extrêmement forts parce qu'en fait, ils protègent vraiment l'algorithme quelque part dans sa mise en œuvre. Alors attention, pas un algorithme en tant que tel. Un algorithme n'est pas protégeable. Il est protégeable parce qu'il est instancié avec des variables physiques, des pixels, des variables physiques, hein, de la température, de la vitesse. Voilà, vous allez mettre ça dans un algorithme, là, vous allez avoir quelque chose. D'accord, ça c'est très C'est intéressant. important, hein. Et du coup, donc ça, alors je vais utiliser pas du tout des mots d'expert, j'en suis désolé, mais j'imagine ça comme une protection externe, c'est-à-dire qu'on va venir protéger ça du grand public, de la copie, voilà. Mais quand on travaille notre POC ou quand on travaille notre applicatif, je fais comment pour protéger ça auprès enfin, vis-à-vis des partenaires externes, des freelances sur lesquels pour lesquels ils peuvent intervenir sur des barres de code. Comment je fais? Eh ben, il y a les NDA, là, les clauses de non-divulgation, en fait, qu'on signe toujours quand on travaille soit sur une commande ou directement pour une entreprise. Donc une Donc, clause de voilà. confidentialité qui est absolument impérative. Voilà, c'est ça. Après, D'accord. il y a dans le choix des associés ou des partenaires, en fait, il va y avoir la loyauté, en fait. Ça va être un critère très, très important. Avoir confiance en son partenaire et être capable de juger cette confiance et puis de la mesurer, de la monitorer. Parce qu'en fait, la principale fuite de données ou de logiciels, en fait, c'est des salariés mécontents qui vont partir avec le code, qui vont diffuser, qui vont vendre. Et en interne aussi, on va mettre en place toute une série de surveillance en fait des gens pour voir ceux qui font sur leur poste. Donc on les prévient hein, quand on les embauche qu'ils vont être surveillés. On va regarder ce qu'ils font sur leur PC, quel logiciel ils ont installé, on va surveiller tous les flux réseau, on va repérer des watermarks, des données qu'on va mettre exprès pour détecter les gens qui copient les bases. Donc il y a des données en plus qu'on va détecter. On va aussi parfois rajouter des données quand c'est des bases qui sont distribuées à des clients. On va mettre des données en plus dans la base pour chaque client, des données différentes. Comme ça, s'il y a une fuite de données, on saura quel client a fuité, etc. Donc en fait, c'est le côté humain qu'on doit protéger beaucoup quand on construit des logiciels, quand on fait de l'innovation. Et aussi comment choisir ses associés, ses partenaires, pour pas qu'ils partent avec nos idées. Et là, il faut vraiment se protéger beaucoup, parce que c'est une grosse, grosse cause d'échec, quoi. Le risque interne est le Et risque le plus important. Souvent, les gens qu'on connaît bien, d'ailleurs, c'est pas parce qu'on travaille déjà communément avec tout un réseau que, à un moment donné, il faut pas apprendre à faire. C'est pas parce qu'on le fait que c'est pas un signe de défiance. C'est un signe de bon process. En fait, moi, j'appelle ça j'aime bien processer les choses. C'est-à-dire que quand on fait un NDA aujourd'hui, euh, déjà, on le fait dans un cadre très précis. Souvent, les gens ont tendance à faire des NDA qui couvrent à peu près tout. Et en fait, c'est tout et rien finalement. Le jour où il y a vraiment un souci, voilà, c'est là où on ressort le papier et on dit mais on avait dit ça. Et oui, mais sauf qu'on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Donc, finalement, c'est un peu vague et ça donne pas vraiment les limites. Et je trouve que ce qui est intéressant de faire, et encore une fois, je reviens sur les process, étape par étape. Si on sait cartographier, si on a une architecture, on sait analyser les risques qu'on a autour de ce qu'on emploie, ce qu'on va partager aussi. Et du coup, moi j'aime bien segmenter finalement. C'est pas parce qu'on développe une machine ou un nouveau procédé ou un nouveau soft assez conséquent, on a de toute manière toujours un certain nombre de partenaires qui travaillent avec nous. Et dans ces cas-là, on segmente. Le partenaire qui développe la base de données n'est pas obligatoirement au courant de ce qui se passe sur les LLM. Celui qui travaille sur les agents, il n'est pas systématiquement au courant de. Et c'est au chef de projet. Donc il doit avoir une posture bien, bien, bien claire en termes de protection. C'est lui qui gère aussi la protection industrielle. Il commence par ça. Il commence par dire ben, qu'est-ce que je distribue comme information et comment je vais donner suffisamment à ces personnes-là pour qu'ils puissent travailler, sans pour autant qu'ils viennent demain me spolier sur un truc que j'avais fait. Voilà. Donc ça, c'est déjà, je trouve que l'analyse de risque en amont est super intéressante parce que ça permet, en fait, finalement, l'architecture, la cartographie, je trouve que c'est des choses essentielles.
Voilà. Je voudrais juste ajouter une chose, puisque il y a une question, je pense, un peu qui est explicite et en même temps que vous évoquiez tout à l'heure, qui est la question du quand, en fait. Et la question du quand, elle n'est pas tranchée. On sait que trop tôt, c'est pas génial, parce qu'on va pivoter 5 fois. Trop tard, c'est trop tard. C'est-à-dire que c'est plus possible. Par exemple, pour les brevets, c'est plus possible. On va être publié, c'est mort. Et dans cette fenêtre-là, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne solution. C'est-à-dire que de déposer au dernier moment, ça peut être super. Ça peut vraiment, on a vu des cas géniaux parce que on a travaillé, les brevets, par exemple, c'est un certain temps, ça a des coûts, donc il vaut mieux repousser ça le plus longtemps possible. Et en même temps, trop tôt, parfois, il y a une prime à ça. On a vu des cas, et moi je le vois, ça m'arrive dans des affaires, de voir un brevet entre guillemets, qui nous enquiquine, voilà, pour pas être vulgaire, mais on se dit, mais c'est pas possible, comment ils ont fait pour protéger un truc aussi large? Et ils ont fait un brevet un peu opportuniste, trop tôt, c'est-à-dire que c'est une boîte concurrente qui a fait ça, qui a même pas de proto, qui a finalement un peu abandonné, mais ils ont gardé le ticket, quoi. Puis en fait, on est quand même un peu gêné par ça. Donc, il y a une prime parfois à partir trop tôt, mais parfois c'est aussi dangereux parce que on va peut-être pivoter 4 fois et puis on va sortir du brevet, donc on aura dépensé de l'argent pour rien. Donc cette question, elle peut se trancher aussi euh, assez, j'ai envie de dire, avec du bon sens. Et puis, je pense qu'il faut un peu foisonner au début. Euh, Autre chose, c'est que les bases brevets, alors je mets l'IA de côté, c'est considéré comme à peu près 80% de la littérature technique publiée. C'est énorme, c'est phénoménal. En fait, 80% de la littérature technique, c'est un brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Vous avez un problème, vous allez voir la base brevet. Et tout est accessible. Tous les brevets, vous allez voir des brevets coréens, des brevets brésiliens, des demandes de brevets, ce n'est pas encore délivré. Et vous avez en ligne des traducteurs, et vous allez accéder à ça. Donc, si vous avez un problème technique, il faut vous précipiter pour regarder ça. Tu parlais de la veille tout à l'heure, mais ça vous coûte rien. Je veux dire, tout ce qui coûte rien, il faut le faire. On peut donner peut-être un lien sur lequel on a une base comme ça. Ouais, Je connais l'INPI comme un peu. alors l'INPI, c'est bien. Si j'abuse des gens d'INPI qui regardent, c'est excessivement bien. Mais il existe des bases plus larges. Par exemple, EspaceNet, qui agrège beaucoup plus de bases de données étrangères. Puis maintenant, ils ont sorti un search, comment dire, un moteur de recherche. Un moteur de recherche un peu intelligent. Donc, c'est pas mal. Et l'INPI, vous n'avez pas tout le scope. Donc, vous pouvez avoir des points aveugles. Okay. Bon, voilà. Mais déjà, ça, c'est enfin, je veux dire, c'est entre guillemets du gratuit. Si vous voulez pas le faire, parce que vous avez plein de choses à explorer, il y a des fabuleux cabinets de propriété industrielle qui existent. Et donc là, je vous invite à prendre contact avec C'est clair que quand on accède à la protection industrielle, et entre autres à la base des brevets, c'est vraiment les méandres de la base de données. C'est typiquement des brevets qui ont été déposés depuis plus d'un siècle. Voilà, du coup, les classifications avec les évolutions technologiques, les hybridations des technologies font qu'aujourd'hui, on ne va pas trouver systématiquement quelque chose qu'on pensait poser ici, il a été posé ici parce que voilà, il y a une nouvelle classe qui a été créée, etc. Donc c'est, j'avoue, quand même un métier de spécialiste et ça vaut le coup des fois de sortir un billet pour qu'on fasse une recherche d'antériorité qui soit à peu près digne de ce nom. C'est quand même des enjeux qui sont quand même phénoménaux. Moi, j'ai des phénoménaux, pardon. C'est quand même assez régulièrement des écueils où on se dit, tiens, j'ai une super idée, j'ai pas vraiment vérifié, mais bon, ça va le faire, quoi. Enfin, on croise les doigts. Non, mais on croise pas les doigts. Enfin, je veux dire, on va mettre 100 000 euros, on va mettre des gens, des équipes pendant 6 mois sur un sujet. Non, on croise pas les doigts. On fait de la faisabilité. Et puis, si la faisabilité prend 50% d'énergie du projet, eh ben, c'est pas grave. Mais au moins, on a passé ce cap-là. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant là-dedans, dans les étapes de faisabilité, c'est que finalement, c'est très opportun. Ça nous génère plein de belles choses. Parce que ça commence on se dit, tiens, pourquoi je ne travaille pas avec ce partenaire? Parce qu'en fait, quand on fait de la veille, on découvre des gens qui font à peu près le même métier que nous. On ne les a jamais vus sur le secteur. Par contre, ils ont déjà implémenté cette solution dans un secteur d'activité qui est complètement différent, par exemple. Du coup, est-ce qu'on peut travailler avec eux? Ou est-ce qu'on peut leur proposer cette solution qu'on est en train de développer qui finalement est vachement plus performante parce qu'on a utilisé d'autres outils info, on a trouvé d'autres... Et le réseau, oui. En fait, finalement, les étapes de faisabilité sont les étapes d'opportunité. Et ça, franchement,
c'est très rare qu'on ne tombe pas, et ça permet souvent de basculer, de bifurquer, parce qu'on dit on est parti là-dessus, mais finalement, en fait, le vrai problème il est plutôt là. Et finalement, on s'est rendu compte que tel client est intéressé par ce micro-sujet, et donc on va répondre à ce petit sujet. Ça va nous générer très rapidement du chiffre d'affaires, et peut-être que ça va nous permettre de réalimenter les développements d'un sujet plus conséquent, etc. Est-ce que je peux illustrer par un exemple ce que tu viens de dire? Bien sûr. Je sais que tu es friand d'exemples. Euh, une boîte anglaise qui s'appelle Light Blue Optic a projeté de concevoir un projecteur holographique laser. Et ils avaient résolu, ils ont résolu pardon, un problème technique qui s'appelle quand vous rapprochez d'un point laser au mur, vous voyez, ça bouge un peu, c'est pas stable, et c'est un phénomène quantique, ça s'appelle le specker. Et ils ont résolu ce problème de stabilité. Du moins, l'envisageait-il. Le time to market est à peu près 5 ans. Là, ils font un travail en se disant, il va nous falloir des ressources, on va se faire diluer 3 fois, ça va être terrible. Ils font un travail de veille où ils vont regarder des à côté. Leur produit en ligne de mire, c'est un petit projecteur grand public. La recherche qu'ils font, sur une recherche un peu sur des à côté, ils tombent sur un pool de brevets détenu par Thales sur des projecteurs infrarouges avec des lampes classiques dans des cockpits pour pouvoir faire suivre les suivis de mouvement de casque d'un pilote sur le suivi de ligne de mire. Et puis ils s'aperçoivent que dans ce brevet, ici, des inconvénients de d'autres solutions qui sont la CEM. Puis ils voient d'autres brevets en même temps sur la CEM. La CEM, c'est des détections de mouvement par électromagnétisme. Ils disent, ils sont en train d'hésiter, c'est bizarre, il y a 2 technos, puis ils voient qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans les deux. Ils vont les voir, ils leur disent, ils protègent avant, bien sûr. Peut-être qu'il y a un intérêt à ce qu'on collabore sur l'infrarouge. Il y a un contrat de collaboration qui naît. Ils font un produit sur 2 ans dans le domaine infrarouge pour faire la détection de mouvement. Et puis après, ils pivotent. Ils reprennent leur route. Et là, on a un bon exemple de je fais un pas en arrière, je me mets un peu en méta, je prends de la hauteur. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça? Tiens, j'ai un alignement ici, et parce que j'ai fait une veille, je vais construire un droit, je vais contracter avec eux, je construis la valeur sur des même pas envisagé. Et puis après, je reviens, je prends ma route. Histoire qui est quand même, je trouve, exemplaire. Quelle opportunité. Il y a des exemples un peu similaires où j'ai vu par exemple, sur des casques à réalité mixte, non pas virtuelle, mais mixte, hein, où on va apporter de la donnée supplémentaire sur de la vision dans le cadre chirurgical, où l'opérateur qui est chirurgien veut augmenter sa vision sur le champ opératoire. Donc, il veut changer les couleurs, il veut zoomer, il veut de la stabilité. Et donc, ces gens-là ont développé des briques logicielles. Au début, en fait, ils voulaient développer la totalité du casque. Mais en fait, on l'a bien vu d'ailleurs dans ce milieu-là. Vous êtes start-up, vous démarrez, voilà, vous devez investir massivement sur le hard et vous devez en plus développer du soft. Et en fait, il s'avérait qu'ils étaient beaucoup plus au point sur le soft. Et l'idée a été en fait finalement de proposer des briques technologiques sur la stabilisation d'image, de proposer des protections, et donc tout ça a été protégé, hein, des protections sur la vision, hein. On a travaillé sur des visions qui étaient chirurgicales, donc avec du sang, avec de la difficulté à avoir du relief, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu finalement. Donc on a augmenté la vision du chirurgien dans ce cadre-là, et ça a été protégé. Et finalement, ils ont vendu des briques technologiques à d'autres partenaires qui, du coup, avec qui ils continuent de travailler aujourd'hui. Et donc, ils ont ouvert des marchés qui n'étaient pas du tout ici. Ils se tombent complètement, ils ont gagné 2 ans, finalement, au moins 2 ans dans le process innovation, parce qu'en fait, ils ont commencé à vendre ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est ces briques technologiques, ils les ont protégées. Et demain, ceux qui savaient faire du hardware, et d'ailleurs, ils ont profité des dernières mises à jour hardware de ce partenaire pour pouvoir implémenter des nouvelles générations de produits. Donc c'est ça l'intérêt de la protection. C'est très opportuniste finalement, et ça fonctionne plutôt pas mal. Ça a parfois un coût, mais c'est souvent assez bien rentabilisé. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des organisations qui souhaitent justement implémenter de la protection?
avec, on va dire, des solutions, low cost, high impact, dès le début, pour avancer sur cette protection, pour ensuite avoir un peu plus de corps et de data pour pouvoir, aller plus loin sur les solutions que vous évoquez. Est-ce que ça existe ou pas? Parce que peut-être que Oui, en low cost, c'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, de manière un peu provocante, quasiment gratuite. Voilà, vous faites une enveloppe solo, à l'INPI, c'est 15 €, quoi. Je veux dire, c'est pas si vous pouvez pas vous payer ça, il faut pas y aller, quoi. Donc, non, après des mécanismes de datation, il y en a plein. Il y a plein de services qui proposent ça, d'entiercement. Ça peut être bien. Alors, c'est vrai que des fois, ce sont même, les dirigeants eux-mêmes, par peur, que le CTO parte, souhaitent entiercer leur solution. Il y a la paranoïa et en fait, mine de rien, l'histoire nous raconte que c'est pas que de la paranoïa non plus. Mais, oui, des mécanismes, même moi j'ai envie de dire, allez voir, quand on fait l'identification, c'est la base. C'est-à-dire identifier ce qu'on a ne veut pas dire qu'il va falloir le protéger. Mais par contre, si vous identifiez pas, vous ne ferez rien du tout. Donc identifier ne coûte pas très cher. Identifier, c'est de se dire: «Ah, j'ai une solution logicielle, j'ai 2 bases de données, qui sont, protégeables, j'ai peut-être, 7 ou 8 composants logiciels, j'ai 3 interfaces graphiques un peu symptomatiques de mon truc, j'ai peut-être 2-3 inventions». Je sais pas, là, je grossis un peu, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut les protéger, ça veut pas dire qu'il faut déposer un brevet, ça veut dire que vous en avez conscience. Et quand vous moi, ça m'arrive d'être avec des investisseurs, il faut comprendre ce qui les motive. C'est de voir en face des gens qui ont conscience de ce qu'ils ont, ça change tout. C'est un game changer total si vous voulez mettre de l'argent dans une boîte. C'est-à-dire que si vous n'allez pas mettre 2 millions sur la table, si vous avez des gens qui n'ont pas conscience de la force qu'ils ont. Et ça passe par les droits. Donc de dire à un investisseur, bah, voilà, j'ai identifié avec un conseil, c'est pas une mission très très chère, d'identifier un peu les briques qu'on a. C'est de se dire, bah voilà, j'ai un peu vu le clair manger, j'ai fait les datations, les dépôts dans les sociétés d'auteurs qui vont bien pour le logiciel. Là, j'ai une invention, je fais une étude de brevetabilité là-dessus. Les 2 autres, pour l'instant, je les garde au chaud. Elles sont pas publiées. Dans ma roadmap, je le ferai dans 6 mois. Voilà. Il y a plein d'aides aussi qui existent, on pourra en parler aussi. Bon, là, vous avez quelqu'un comme ça en face, vous vous dites, c'est bon, il est sérieux, il a la tête sur les épaules. Il a commencé par le début, identifier. Mmh. D'ailleurs, c'est vraiment le mot, moi, je trouve, presque le plus important, en fait, au final, au début, c'est d'identifier la valeur que vous avez. Parce que si vous partez un peu comme une tête brûlée, vouloir résoudre des problèmes toutes les semaines, vous allez faire une solution qui est probablement géniale, mais qui va être copiée peut-être en 15 minutes. Donc, Alors aussi incroyable que ça puisse paraître, on est déjà arrivé au terme c'est de cette c'est émission. passé si vite. C'est passé extrêmement vite. C'est bon, J'ai environ 70 questions encore à vous poser parce que c'est vraiment un cerveau de un sujet très large. En tout cas, on a essayé d'être le plus terre à terre possible. On espère en tout cas que ça a été le cas. J'ai aussi beaucoup de questions à poser et puis ça va être un petit peu l'occasion de démarrer cette session de questions-réponses. Tout d'abord, est-ce qu'en présentiel, vous avez des questions à poser à nos 3 experts? Bon, je vais passer à la question en ligne de Bruno, qui pose la question: aujourd'hui, avec l'IA générative, est-ce qu'on peut, à partir d'une expression claire et détaillée des fonctionnalités d'une solution logicielle, est-ce que l'IA générative est capable de générer un code source capable de réaliser le même fonctionnel? Que peut-on maîtriser dans un tel contexte? Question peut-être pour. Oui, alors en fait, donc les IA génératives, elles vont se baser sur du code qui a été publié soit sur des dépôts publics ou privés. Donc GitHub, par exemple, même si c'est des dépôts privés, il peut y avoir de la fuite de code. Donc elle va répondre, mais je dirais que le métier qu'on connaît quand on est entrepreneur et qu'on met en place une solution, ce qu'on connaît de nos clients, des besoins, tout ça, l'IA générative ne le connaîtra pas. Donc elle va peut-être répondre à ce qu'on va lui demander et faire un logiciel même qui peut fonctionner avec les dernières IA, Claude et tout ça, c'est capable de générer du code qui fonctionne pas mal. Par contre, elle va pas connaître les réels besoins des clients. Elle va pas savoir se projeter dans quelques années. Elle va pas savoir quoi protéger, quoi ne pas protéger. Enfin, donc ça va être une solution à court terme, peut-être pour faire MVP ou un POC. Mmh. Mais après,
le code qu'elle génère va pas forcément être facile à maintenir. Et puis, il faut, il faut savoir qu'à partir du moment où on va poser la question au LLM, si c'est sur un LLM public, en fait, la question devient un peu publique Oui, c'est ça. et d'autres personnes peuvent récupérer du coup l'idée. J'ai une question de Bruno, encore. Avec le Cloud Act, comment s'assurer que nos idées et notre code puissent être protégés lorsqu'on utilise un contrôleur de code source hébergé dans un cloud américain? Alors déjà, ça commence mal, le club américain. Oui, c'est ça. Et ce qui serait bien déjà, c'est de définir le Cloud Act de 2018. Qu'est-ce qu'il contient? C'est quoi les risques du Cloud Act? Ouais, bah, quels sont les risques de traverser une autoroute et j'ai bandé? Bon, c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup de risques dans cette question-là. En même temps, je pense qu'il ne faut pas forcément être trop paranoïaque, il faut aussi avancer. Moi, je pense que les mécanismes de datation, d'ailleurs, quand vous utilisez une plateforme Git, vous avez déjà un mécanisme intégré de hash, vous avez des hashes de commit, donc vous avez déjà une datation, une preuve. Devant un juge, il y a toujours cette question de la hiérarchie des preuves. Si vous n'avez personne en face, vous avez au moins cette hiérarchie des preuves, vous avez la preuve la plus forte, c'est pas mal. Vous n'avez rarement personne en face. Donc, la question, par exemple, s'il y a un vol de données ou une concurrence déloyale, du parasitisme, des choses qui ont émané du fait que des concurrents sont emparés de votre solution, ben, il va y avoir une hiérarchie des preuves. Donc, il vaut mieux, effectivement, se prémunir avec une solution qui vous permet de prendre acte. Donc, identifier les droits, les eurodater, les anti-RC éventuellement. Bon, et puis le faire au moins de chaque nouvelle release, chaque nouveau. Voilà, vous changez le CTO, vous le faites. Vous faites un deal, vous le faites. Il y en a qui font une fois par an, par exemple. Voilà, c'est pas vraiment, ça va pas très loin côté financier, quoi. Alors du coup, si je creuse un petit peu la question, le cloud américain, donc Guillaume, vous parliez de GitHub qui a été capitalisé par Microsoft. On parle de stockage de bases de données sur Oui. un AWS par exemple ou un Azure. Le Cloud Act, finalement, n'est-il pas dangereux face à cette directive américaine tout de même, qui autorise, sous mandat du gouvernement ou du renseignement américain, d'accéder à des données, aux données qui sont hébergées sur n'importe quel hyperscaler américain? En fait, moi, je pense qu'il faut séparer déjà la partie données. Effectivement, on a aujourd'hui des solutions de stockage de données en Europe. Il faut l'utiliser, clairement. Il faut le souverain en priorité. Encore une fois, on est dans l'identification. C'est intéressant à un moment donné de poser cette architecture, de dire, mais qu'est-ce que j'utilise réellement? Parce qu'en fait, il y a de l'infra, mais il y a aussi toutes les solutions. Et les solutions, elles sont parfois américaines. Alors, il faut regarder, je donne un exemple, Current, base de données vectorielle, basée historiquement, je crois que Current est allemand, mais c'est implanté aux États-Unis, donc la société, a priori, est américaine, mais elle a refait des capitalisations, donc elle a recréé quelque chose en Europe, et du coup, elle répond à un certain nombre de règles, entre autres la RGPD, l'IAT, etc. C'est des choses qui sont intéressantes à analyser. Je dirais qu'à chaque fois qu'on utilise un outil, il y a la donnée, ok, on la stocke, mais l'outil aussi. Si demain, il y a un souci avec l'outil, le problème, c'est qu'on a beau avoir nos données, on ne peut plus les exploiter comme on les exploitait auparavant. Donc, en fait, à la rigueur, ce qui est intéressant, et toujours pareil, identifier permet d'avoir une vision éclairée de la situation. On prendra toujours des risques. On prendra toujours, à un moment donné, un produit qui est super performant, qu'on n'a pas trouvé équivalent, et du coup, on a un peu pieds et mains liés. Et OK, mais on en est conscient. Tu parlais du cloud souverain aussi, qu'on a en France. Ouais, Tu veux en parler un peu? ouais, européen de manière générale, ouais. Donc l'État français, là, il privilégie le cloud souverain, en fait, pour mettre ses données. France Confiance 2030. Ouais, toutes les plateformes faites pour éviter les fuites, et puis l'utilisation, par exemple, par les États-Unis, des données. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, qu'on peut utiliser. Il y a des labels qui existent, connus. Il y a- On connaît Secnum Cloud comme label, mais il y en a d'autres. Après, c'est... ouais, Il y a comment? En Allemagne, En- c'est beaucoup plus cher. En Allemagne, mais c'est plus faible, d'accord. Ok. Mais ça les intéresse, ils nous regardent. Donc c'est un vrai sujet. ouais, c'est un- La souveraineté numérique aujourd'hui dans la protection logicielle est un vrai sujet. Parce qu'il faut mettre tous ces œufs dans le même panier aussi. Ouais. C'est une vraie question. Parce qu'il faut mettre tout son logiciel, toutes ses données au même endroit. Parce qu'il y a
parce que finalement, la reconstruction est aussi difficile si vous avez que des vues parcellaires. Donc, peut-être des choses qu'il faut mettre parce que c'est simple de faire comme ça, mais il faut peut-être pas Donc, acheter. comme tu le disais tout à l'heure, de cartographier un peu ses actifs, base de données, classe métier, etc., ce qu'on veut Bien vraiment protéger protéger, le cœur de et métier. finalement hybrider un petit peu l'infrastructure. Ok. J'ai une question de Félix qui nous pose la question suivante. Quel genre de logiciels sont protégeables? Faut-il qu'il y ait absolument des innovations inédites, pléonasme peut-être, dans notre solution pour qu'elle soit brevetable? La nouveauté, c'est un critère à peu près pour tous les droits. On va dire alors, l'originalité pour le droit d'auteur, la nouveauté pour les brevets, la distinctivité pour les marques, le caractère propre pour les dessins et les modèles. Voilà, il faut quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est une condition, c'est la première marche. Après, il y a d'autres D'accord. marches qui sont pour les brevets d'activité inventive. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ce qu'on voit, c'est à quel point, en partant de d'une solution antérieure, on peut arriver facilement à la nouvelle solution. Donc, répondre à cette question est impossible parce que dire à quel point un logiciel, quelles sont les conditions, s'il y a des conditions pour dire c'est brevetable. Mais souvent, comment dire, c'est un peu miroir aux alouettes. C'est-à-dire que il y a des expériences un peu perturbantes. Je m'explique. On a l'impression que plus c'est deep tech, plus il va y avoir des choses un peu à gratter pour trouver des solutions différenciantes, très différenciantes. Donc des fois, on a des brevets là-dessus. Mais parfois, plus c'est deep tech, plus il y a de l'obsolescence aussi sur les droits. Et même sur les logiciels, il y a beaucoup d'obsolescence. Et puis, il y a aussi cette question d'intégration continue, de développement continu. Ce qu'on a protégé à un moment, est-ce que c'est valable après? Ces questions sont toujours d'actualité. Bon, ce qui est bien, c'est que le logiciel, c'est à la création, donc c'est au moment où vous faites. Mais il faut mettre des mécanismes pour ça. Mais vous avez aussi des brevets logiciels très malins et qui ne sont pas forcément deep tech. Vous mettez un peu en amont ou en aval, c'est-à-dire en aval, c'est assez intéressant. Quand Blablacar était parti aux États-Unis, il y avait eu tout un vent dans la presse en disant: oh, ils n'ont pas de brevet d'usage, ils sont mal protégés, ils ont raté leur levée de fonds. Et puis, bon, moi, je regardais sur LinkedIn mes confrères, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du brevet d'usage? Ça n'existe pas, un brevet d'usage. Bah oui, mais en fait, si, quelque part, parce que vous avez un outil qui est le brevet, mais la manière de le rédiger, le prisme par lequel vous rentrez et vous regardez l'innovation, va faire que vous êtes plutôt sur un brevet d'usage, de produit, de fonctionnalité, protéger une performance. C'est un peu ça, c'est ce contour-là qu'on va faire. Donc on peut tout faire avec les brevets là-dessus. Tout faire, c'est à condition de répondre aux critères. Et le brevet d'usage, par exemple, vous avez une dizaine de boîtes qui font de la robotique là, sur la dermatologie pour voir scanner le corps d'un patient et reconstruire votre corps. Bon, ces 10 boîtes, elles vont se partager le marché, elles vont se fighter certainement au bout d'un moment parce que c'est des technologies parfois qui se recouvrent, des fois des alternatives. Et puis il y a une boîte qui a fait un pas de côté. Alors, quand j'ai regardé le brevet, j'étais un peu perturbé, et qui a eu l'intelligence. Donc ils ont convoqué des dermatologues, voilà, ils ont 50 dans une pièce en disant: mais vous voulez voir quoi à la fin? Quand le robot il aura scanné tout votre corps et qu'il y aura 200 singularités, qu'est-ce que vous voulez voir? Ah bah ouais, j'aimerais bien voir un disque avec des camemberts, et du plus petit au plus grand, les carcinomes, les mélanomes, les cicatrices, les rougeurs, les grains de beauté. Ok, hop, on fait un consensus, et puis cette boîte a été très maligne parce qu'aujourd'hui, la question se pose dans ce secteur-là de dire c'est comme ça qu'on veut voir les choses. Et ils ont déposé un brevet sur ça. Donc les 10 boîtes qui ont fait de la tech, elles vont devoir prendre probablement un ticket chez eux. Et pourtant, le brevet, quand vous le regardez, c'est un brevet logiciel qui a pris le prisme un peu de la valeur aval, c'est-à-dire de l'exploitation, de l'usage que vont faire les utilisateurs de cette techno-là. Et vous avez des brevets à côté, et pour le coup, je connais bien le sujet, j'accompagne une société dans le domaine, mais effectivement, avec des brevets parfois très deep tech, et où la contrefaçon va être plus dure à démontrer, où vous allez devoir faire des saisies, où vous allez devoir lutter sur parfois quelque chose qui peut être contournable aussi. Enfin, oui, c'était. Donc là, on ouvre un univers qui est relativement intéressant, c'est qu'il est parfois même plus facile ou plus intéressant de breveter quelque chose qui part du besoin client plutôt qui part de la technologie. Ça, c'est le Graal. Le Graal. Si vous arrivez à faire ça, c'est pour ça que quand je disais il ne faut pas partir trop tôt, parfois partir tôt, c'est être bien aligné avec le besoin client. Donc il y a une prime à le faire, mais il y a aussi un danger. Et ces brevets-là sont aussi parfois plus fragiles, parce que
faut imaginer l'usage. Et il faut se projeter. Et ça, on fait des erreurs aussi à faire ça. Mais parfois, il y a vraiment une prime à le faire. Il faut se poser. C'est des bonnes questions à se poser. Quand on parle d'identifier, bah, moi, c'est ça mon métier. C'est d'écouter des gens qui ont un projet. Et puis, si je les écoute et que je les laisse parler, ils vont me parler de leur tech et ils sont hyper fiers de parler de leur tech. Et à la fin, on applaudit, bravo, ce que vous avez fait, c'est super. Mais maintenant, c'est quoi le marché? C'est quoi la cible? C'est quoi la promesse de valeur? Parce que si on va gratter ça, si on va protéger ça, c'est jackpot, quoi. Donc, il y a vraiment un travail d'identification de ce truc-là et parfois, on y arrive. Parfois, on y arrive. Il y a plein d'histoires, on y arrive. Alors, j'ai une question d'Arnaud qui nous dit, alors c'est peut-être une idée reçue, mais qui vous dit, vous parlez de brevet, mais autant que j'en sache, un logiciel n'est pas brevetable, car comme mentionné durant l'exposé, du ressort du droit d'auteur. Est-ce que vous le confirmez? Je vous ai répondu avec l'exemple Photoshop. Vous ne pouvez pas protéger Photoshop par votre brevet. Il a raison. Par contre, vous pouvez peut-être protéger quelques fonctionnalités dans Photoshop que vous allez extraire, faire une appli et gagner beaucoup d'argent avec. Et donc, ça vaut peut-être le coup de le protéger. À voir. Très clair. OK. J'ai une question de Max. Un porteur de projet souhaite créer une entreprise pour développer un logiciel. Avant de se lancer, il apprend que des organismes peuvent l'aider financièrement à étudier la faisabilité de son idée. Par extension, je pense la protéger aussi. Il doit donc présenter son projet pour obtenir ce financement. Quel risque court-il en exposant ainsi son idée? Bah, en fait, quand vous présentez votre idée, vous n'êtes pas obligé de développer la totalité de ce que vous allez présenter, enfin, de ce que vous allez faire. Ouais. Surtout, souvent, les gens, ils ont bien avancé sur le sujet, ou en tout cas, ils ont déjà une preuve de concept. En tout cas, moi, c'est ce que je demande souvent aux gens, c'est de creuser les sujets avant de dire, OK, je construis une entreprise, etc. C'est intéressant quand même dans ces étapes de faisabilité. Et il y a toujours cette problématique, effectivement, de protection de ce qu'on va diffuser à un moment T, quelles que soient les personnes. Hein. Ce n'est pas parce que c'est des financeurs qui sont. Ce sont des gens qui sont très vigilants. En fait, c'est pas qu'ils font des bêtises, c'est que, enfin, ils font des bêtises, mais c'est pas volontaire. C'est juste que voilà, ils n'ont pas toujours les codes, ils n'ont pas toujours le process. Donc, c'est au chef de projet ou en tout cas au créateur d'initier tout de suite, dès que vous commencez à parler du sujet, on décroche le téléphone, on évoque le projet, mais vraiment dans ses grandes généralités, et on passe au NDA. Et on cible le NDA. Et on sait pourquoi on s'adresse ici, et on sait quelles sont les problématiques qu'on pourrait avoir avec tel ou tel projet. Et moi j'ai créé 10, 20, des fois 30 NDA parce qu'on a consulté plein de gens, parce que ne serait-ce que pour faire un POC, on n'a même pas créé la société, on veut consulter une entreprise pour faire, je sais pas moi, un morceau un proto ou un petit truc, NDA. Voilà. On va parler de votre projet sous forme d'objectifs, de performance, de résultats. De toute façon, c'est la promesse que vous faites. Normalement, ça doit convaincre. Ça doit être parlant. Les moyens techniques, la solution technique, vous mettez de côté. Vous n'avez pas parlé de ça pour l'instant. Vous en parlez après sur NDA. Pas de plan, par exemple, pas de photo. Ouais. De toute façon, on est obligé de parler du projet pour trouver des partenaires, l'équipe qui va développer le truc. On est obligé d'en parler. Et il faut protéger le cœur, l'idée, quoi, pour éviter que quelqu'un d'autre le monte Voilà. en même temps. Et pas de salon. Ou si on fait un salon, on parle de ça en off, mais pas de présentation jamais, puisque ça peut vous revenir. En fait, le fait que vous ayez présenté à un moment donné publiquement quelque chose peut être démontré comme quoi déjà dévoilé, donc pas protégeable. Ouais. Donc ça, c'est super important. C'est pas toujours. En fait, on a des porteurs de projets, moi, je l'ai vu, où ils sont tellement engagés dans leur truc, ils disent mais ouais, je vais vous montrer, regardez ce qu'on a fait, quoi. Regardez la pertinence de tout le travail qui a été réalisé. Et c'est normal, enfin, c'est humain, sauf que ils n'ont pas besoin de montrer tout ça, et surtout pas, il ne faut pas le montrer, quoi. Ou en tout cas le montrer dans des conditions particulières. Est-ce que ça a généré des questions chez vous avant de continuer sur les questions en distanciel? Non, toujours pas. Ok. Alors j'ai une question de Max qui nous dit, vous dites qu'un algorithme n'est pas brevetable sauf s'il est instancié par certaines données. C'est très bien résumé. Peut-on transposer ce constat aux agents intelligents et auriez-vous un exemple d'un agent brevetable? On dit agent, on parle LLM? Je pense, oui. Ah, ok.
Alors, c'est une question pas simple à répondre, mais en fait, et en plus, il y a des décisions en ce moment qui tombent. Là, il y en a une la semaine dernière aux États-Unis sur LLM, plutôt favorable. Jusqu'ici, il y a plutôt une interprétation négative aux États-Unis. Et en France, en Europe, on a aussi des décisions. Bon, voilà, il y a le problème de l'agent, c'est l'agent conversationnel, c'est le fait qu'on parle effectivement avec une grammaire, une ontologie, une linguistique, une syntaxe, un thésaurus. On parle avec des éléments qui caractérisent un langage. Et ce qui caractérise un langage n'a pas d'effet dans le monde physique. Donc, ce qu'il faut quand on protège ça, finalement, c'est se raccrocher euh, aux interactions avec le monde physique. Et donc, il y en a toujours, hein, il y en a toujours. Alors, pas toujours, mais je veux dire, il y en a souvent. Il faut aller les chercher un peu. Donc, ça se passe soit souvent en amont ou en aval de la solution. C'est-à-dire, finalement, mon LLM, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, l'agent, est-ce que c'est un agent qui va faire, par exemple, du pré-diagnostic, qui va identifier, par exemple, à partir de documents que je vais lui fournir, donc je vais lui mettre ma radio, du cerveau, je vais lui dire ce que je mange, je vais lui donner mon génome, par exemple, je vais lui donner un tas d'informations, et puis ben, il va peut-être me sortir un indicateur composite un peu, voilà, qui a une petite épaisseur sur ce qu'il va raconter, et puis il va peut-être me cartographier une prédiction ou de maladie, ou peut-être va-t-il me dire ça serait bien que de faire cette analyse complémentaire, ou par exemple, il va peut-être me demander une information supplémentaire. Bon, ben là, j'ai pas mal de liens avec la réalité quand même, parce que je lui ai donné des éléments qui viennent du monde réel. Une image d'une radiographie, c'est une image réelle, enfin, ça vient de moi. Et puis, il va me sortir des recommandations qui peuvent être interprétées dans le monde réel par un autre système. Donc, on voit qu'un LLM tout seul, comme ça, perdu dans la galaxie, bah, en fait, on a du mal. Mais dès lors qu'on va le raccrocher un petit peu avec des systèmes tiers, des ressources, du consommable avec de la donnée physique, eh bien, hop, on rentre dans un champ où c'est possible. D'accord, c'est très clair. Merci pour sa réponse. Alors j'ai une question, ça va peut-être être la dernière question, c'est de Pierre-Yves, concernant une solution SaaS installée on-prem. Donc, voilà. Est-ce qu'il existe des outils juridiques via contrat ou d'autres avant de penser au Nepot et autres softlock? Certaines entreprises n'acceptent pas les solutions SaaS, n'acceptent les solutions SaaS que si elles peuvent être internalisées. Je vais me reposer. Contreposer? Moi aussi. Rien. Mais après, ça va être avec tout ce qui est licence et puis contrats commerciaux, en fait, qu'on va un peu sécuriser ce type d'installation, hein, on-premise. On-premise, donc du coup, c'est sur ses propres serveurs un peu. Après, redis-moi la question. Bah, la question, c'est est-ce qu'il existe des outils juridiques là, il a parlé de contrats ou d'autres choses qui existent pour bien verrouiller un petit peu cette protection d'un système finalement on-prem où on a des risques, on dirait reverse engineering, on a des risques un peu annexes aussi qui sont autres que effectivement derrière ce fameux mur dont tu parlais, Hervé, quand on est en SaaS. Alors, moi, je dirais que les entreprises qui vont louer un service SaaS, même on-premise, en fait, elles ont besoin du service. Et en fait, elles vont avoir tout intérêt à respecter le contrat commercial, puisque ça leur apporte une valeur, en fait, l'utilisation du logiciel. Donc, en général, c'est des entreprises elles-mêmes qui vont protéger les logiciels qu'elles hébergent pour pas se mettre mal avec leurs fournisseurs. Donc finalement, Elles oui, vont par isoler. conception même Ouais. de l'architecture, on a une protection intrinsèque Voilà, de donc, base. il y a des techniques. Après, on va les isoler dans des endroits spéciaux du réseau qui seront pas accessibles. Enfin, ça va être un peu des trésors cachés après dans les entreprises, D'accord. ce genre de logiciel. Et l'outil juridique, ça va être le contrat commercial qu'on va passer, le contrat de service entre le prestataire et la société. Et puis la société aussi avec ses salariés et puis ses intermédiaires, etc. Elle va aussi rajouter ça dans les clauses, interdiction d'aller voir ça ou ça c'est fermé, vous n'avez pas d'y accéder, quoi.
D'accord. Et ça, c'est la protection gratuite, ça s'appelle le secret. C'est secret. C'est bien, on a aussi cette solution-là. La première qui vient à l'esprit à tout le monde, c'est bien protéger, c'est aussi ne pas diffuser. Donc voilà, le secret, il y a plein d'entreprises qui travaillent qu'avec du secret, des secrets de fabrication, des secrets de plein de choses qu'il faut. Et en fait, on en revient à quelque chose qui est souvent assez essentiel, c'est quelque chose, c'est vraiment un travail dans la culture de l'entreprise. Hein. Souvent, il y a des entreprises qui travaillent sur ce secret-là et qui sont sur plein de sujets. Elles ne vont pas systématiquement protéger, mais elles vont s'assurer que finalement, ces produits sont utilisés par une seule partie du personnel, par exemple. Moi, j'aurais vu dans des grands services R&D où les gens qui faisaient de la simulation utilisent des logiciels très spécifiques. Canigras étaient les seuls à pouvoir accéder à ces données-là. Et en fait, c'est un secret de guerre. Grâce à ça, ils font des optimisations phénoménales et c'est ce qui fait une des plus grosses forces de l'entreprise. Donc, le secret, c'est gratuit, c'est culturel souvent et c'est intéressant de développer une culture de la protection et donc du secret aussi dans l'entreprise, y compris avec ses salariés. Voilà. Et dans les contrats de travail, etc. Ouais. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Emmanuel, Julien et Hervé, pour toutes ces réponses. J'aurais aimé pouvoir continuer encore longtemps parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Ce qu'on retient finalement, c'est que la temporalité de la protection logicielle est un vrai sujet, ni trop tôt ni trop tard. Il y a un momentum à un moment donné. Il y a également cette nécessité d'architecturer de manière intelligente sa solution numérique pour bien identifier ces actifs et les protéger et les héberger dans des endroits bien spécifiques pour garantir, en tout cas améliorer ou faciliter la protection logicielle et la protection de l'innovation. On a effectivement des cadres juridiques qui existent et des outils finalement pas forcément, enfin plutôt, je vais dire, intelligents de mettre en œuvre rapidement et puis une capacité finalement de rechercher s'il n'existe pas déjà quelque chose d'existant, des brevets existants, pour au final protéger ce qui est protégeable. Et puis, ce que j'ai vraiment retenu là ce soir, c'est que finalement, ce qui pouvait apparaître comme un frein, c'est-à-dire quelque chose de, 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 de ralentissant l'innovation, de compliqué, etc. Finalement, ça peut être une merveilleuse opportunité business pour aller chercher des partenaires fiables avec finalement un enchevêtrement de protection qui peuvent faire une solution tout à fait pertinente. Et là, on n'aurait pas finalement trouvé ces opportunités-là si on n'avait pas réfléchi cette protection logicielle. Donc, c'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié vos interventions. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Oui, on a une dernière question sur le fil. Je réponds au nom de Yannick. Je viens de l'RDC. Je vous allez voir aujourd'hui. Oui, en fait, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a-t-il des modèles ou des algorithmes de l'intelligence artificielle pour prévenir la protection des logiciels code source? Est-ce que vous voulez dire si l'IA générative peut générer déjà de facto une protection logicielle pour la prévention? La question code source. Ah, En tant que faire. oui, d'accord. Alors, ouais, Vas-y. techniquement, par exemple, pour le reverse engineering du code, les IA génératives peuvent aider énormément à comprendre un code qui a été obfusqué. Hein. Elles arrivent à refaire le source à partir des binaires, en gros, aujourd'hui. Donc, il faudra plus tard, quand on crée des binaires, les rendre insensibles au reverse engineering par les LLM, un peu comme les algorithmes quantiques qu'on ne peut pas déduire avec des calculs, quoi. Mais ça, c'est peut-être dans les domaines de recherche aujourd'hui. On va détecter, par exemple, dans les logs, on va détecter quand quelqu'un essaye d'accéder à quelque chose auquel il ne doit pas accéder. Donc là, on va pouvoir le voir. Il faut de la surveillance. Donc là, on va aussi utiliser l'IA pour détecter des comportements anormaux. On peut aussi utiliser l'IA dans le code pour détecter des choses qui sont des risques pour la sécurité.
Donc, on a Sonar, on a plein d'outils aujourd'hui logiciels pour détecter les failles de sécurité. La qualité de code, oui, tout à fait. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, l'IA et les LLM sont au cœur des développements. Comment s'en sert? Eh bien, merci en tout cas. Alors, le groupe ONI se tient évidemment à votre service. Et là, je vais tenter de faire une petite publicité tout de même sur ce sujet-là, puisque la sécurité, la protection logicielle et ces sujets-là sont des sujets fondamentaux qui sont évidemment hydratés dans l'ensemble de nos cursus à l'école. Et là, je prêche ma paroisse, c'est ton directeur pédagogique d'ENI École, mais également au travers d'ouvrages qui sont, Hervé, bien évidemment, ton ouvrage parle d'architecture logicielle aussi, hein, bien entendu. Donc tout ça fait sens pour préparer cette protection logicielle. Et puis on a effectivement des formations qui peuvent être dispensées en ligne sur ces sujets et des ouvrages sur la bibliothèque numérique des ENI Éditions qui traitent également de tous ces sujets. Merci à toutes et tous pour votre attention. Merci d'avoir participé à cette Enitos 13e édition qui finalement s'est très bien passée malgré ce chiffre. Merci à tous les trois encore d'avoir répondu à notre invitation. Et puis je vous invite donc en présentiel à déguster un cocktail et puis à distancer. Je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci. Merci.